Du matin au soir, la ville grouille. 14 millions d'habitants sur quelques kilomètres carrés. Dhaka, la capitale du Bangladesh, est l'une des plus fortes densités de population au monde. Ouassama Dodja est notre guide. Avec lui, nous allons parcourir le pays du nord au sud. Il est accompagné par Alice Poncelet. C'est une chercheuse belge qui étudie les conséquences du changement climatique sur les populations locales. Ouassama travaille pour une organisation humanitaire présente dans tout le pays. Le Bangladesh, que l'on appelle aussi Pogolnoudi, le pays des fleuves fous. Première étape de notre voyage, Chilmari, à l'extrême nord du Bangladesh. Changement d'ambiance. Nous sommes sur le Brahmapoutre, à moins de 20 km de la frontière indienne. Ici, le fleuve change de nom et de nationalité. Il devient le Jamura, un fleuve alimenté par la fonte des neiges de l'Himalaya. Voici notre parcours. Nous sommes partis de Dhaka, vers le nord, vers Chilmari. Et de là, nous allons descendre le fleuve jusqu'à Gaibandha. Nous allons voir les îles qui sont tout autour de cette zone. C'est là où vous avez la majorité des îles nomades, des îles qui bougent. Dans ces îles, la terre est érodée. Et actuellement, l'érosion est de plus en plus violente. C'est à cette période de l'année, quand le niveau de l'eau est bas, que l'érosion est la moins forte. Quand le niveau du fleuve est plus élevé, la terre s'effondre par paquets. D'ailleurs, vous pouvez voir les différentes strates. À cette époque, le fleuve emporte 30 cm de terre par jour. Mais quand le fleuve monte jusqu'à ce niveau, là-haut, c'est plus d'1,50 m qui disparaît chaque jour. Imaginez, 5 jours auparavant, vous habitiez juste là. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. De la poussière. Vous imaginez ce qui passe dans votre tête quand vous vivez au bord d'un aplomb comme celui-ci et votre maison est juste derrière. Ouassama ajoute, ici la nature a déclaré la guerre à la population. Et pour le prouver, il nous emmène sur l'une de ces îles qui pourrait un jour ou l'autre disparaître. On ne rêve pas, ces hommes transportent bien un toit. Une maison qui abritait hier encore une famille de 5 personnes. Ces hommes viennent de l'acheter, 14 500 taka, soit à peine 150 €. Ailleurs, un abri de fortune. Et ici, c'est le bien le plus précieux. La maison avec ses murs en tôle ondulée sera installée sur une île voisine. Nous sommes à Snekshar, l'île aux serpents. Nous avons retrouvé les vendeurs, les anciens propriétaires de la maison. Ils cultivent ce petit lopin de terre. Quand on l'a pris, ce terrain était en friche. On l'a cultivé. Aujourd'hui, on se nourrit grâce à lui. On a quand même beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on a vendu notre maison. On a dû emprunter et on n'arrive pas à rembourser.
Avec les 150 € de sa maison, la famille Abdoursawat a payé les semences et les engrais. Un sursis. Le couple vit au jour le jour dans l'angoisse d'un nouveau fléau. Les tornades, l'érosion, les cyclones, les tempêtes, ça ne détruit pas seulement les champs, mais nos maisons aussi. L'île de Chilmari tente de s'organiser, tant bien que mal. Ici, ils construisent une digue, un rempart contre la montée des eaux. Tous les paysans participent aux travaux. Mais cette digue sera-t-elle suffisante pour résister au prochain cyclone? La protection paraît dérisoire. Mais ces paysans n'ont pas d'autre choix que d'y croire. Il y a 7 mois, la famille Abdoursawat pensait qu'elle pourrait se réfugier dans un abri du même genre. Sur cette île qu'ils habitaient depuis de si longues années. La dernière fois qu'ils ont pris le bateau, c'était pour s'enfuir. Là-bas, il y avait un bâtiment public qui a été détruit par le cyclone en quelques minutes. Il avait été construit il y a moins d'1 an, il s'est écroulé sous nos yeux. Ce bâtiment de 4 étages, c'était comme l'Arche de Noé, le seul endroit possible où se réfugier. Notre maison était là-bas. Maintenant, elle a disparu. Elle est sous l'eau. On n'a plus rien. Bien sûr que j'ai eu peur. Quand les vagues déferlaient, j'étais avec mes enfants. On était effrayés. Quand l'eau s'est retirée, elle a tout emmené avec elle. Il restait juste 2 maisons debout. 2 maisons. Dans cette région, la menace est omniprésente. Ces eaux, en apparence si calmes, peuvent de nouveau ruiner des vies entières, en quelques minutes seulement. C'est le paradoxe du Bangladesh. L'eau du fleuve peut donner la vie, comme la reprendre. L'eau du Jamura vient de l'Himalaya. Les glaciers de l'Himalaya fondent de plus en plus vite. Alors l'eau arrive ici plus rapidement et en plus grande quantité que d'habitude. L'eau percute alors la terre que vous voyez là et elle détruit la côte, plus encore violemment. Ici, les populations sont livrées à elles-mêmes. Une vie en pointillé. Toutes les îles où nous débarquons se ressemblent. Pas d'eau courante, pas d'électricité ou de système de santé. Dans cette réunion, organisée par Friendship, l'ONG où travaille Wassama, les paysans exposent les problèmes auxquels ils sont le plus souvent confrontés. Un inventaire à l'après-vert où nous retiendrons juste ces questions simples posées par Wassama. Levez la main ceux qui ont déjà tout perdu et qui viennent d'une autre île. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont perdu au moins 20 fois leur terre et leur maison? Moi, 19. Moi 20. Et moi, 25. Moi, une vingtaine de fois. Cette région inondée 3 mois sur 12 est la plus pauvre du Bangladesh. Elle abrite plus de 500 000 personnes. Chaque jour, ils sont des centaines, peut-être des milliers, à quitter ces terres inhospitalières. Ils fuient plus au sud, vers Dhaka.
Dakar, cette ville surpeuplée, un concentré de la misère du monde. Au début des années 90, il y avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont plus du double. Dans la capitale, chaque jour, près de 300 personnes meurent de faim. Dans les rues, ils sont de plus en plus nombreux à mendier. De plus en plus à s'entasser dans les bidonvilles. Nous sommes à Farmgate. Autrefois, c'était la sortie de la ville. Désormais, le cœur de Dakar. Ouassama accompagne ici Eric Orsena. Écrivain globe-trotteur, il parcourt le monde au fil de l'eau et de ses enjeux. Après Calcutta en Inde, l'académicien français s'arrête au Bangladesh. De ses observations et de ses rencontres, il écrira un livre enquête. Les gens du nord ou du sud qui fuient leur région viennent généralement à Dakar. Là, je vous emmène dans un endroit juste devant, le long des voies de chemin de fer. C'est l'endroit où ces gens atterrissent. Mais pourquoi choisissent-ils la voie ferrée? C'est l'endroit le moins cher. Ah, le moins cher. Et il y a de la place. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des trains. Des dizaines de milliers de familles qui s'entassent les unes sur les autres. Une cour des miracles. Ah oui, je vois, c'est là-bas. En fait, juste au milieu de la ville, vous avez les immeubles pour les riches et tout autour, les bidonvilles. Est-ce qu'ils essaient de partir loin de cet endroit? Ils essaient? Ils essaient. Mais très souvent, ils en sont incapables. Ils n'ont en fait aucun endroit où aller. Exactement. Alors ça, c'est le train. C'est comme la dernière station. Absolument. Le terminus. C'est ça. C'est une gare, mais on ne peut pas en bouger. La pauvreté est telle qu'ils arrivent péniblement à manger 2 fois par jour. Ils n'arrivent même pas à mettre un centime de côté. L'argent qu'ils gagnent sert juste à acheter de la nourriture. Toutes les 10 minutes, l'Intercity poursuit ses rondes de jour comme de nuit. Pour les populations des bidonvilles, le danger est permanent. Ici, dans ces baraques de fortune, se côtoient des gens du nord, du sud. Des paysans qui viennent trouver un emploi, quel qu'il soit. Dans les années qui viennent, avec une démographie galopante, les conditions de vie risquent bien de s'aggraver encore. Avec ses 300 cours d'eau, le Bangladesh est l'un des plus grands deltas du monde. Lors de fortes pluies, pendant la mousson, les 2 tiers du pays se retrouvent submergés. Le nord, vulnérable, la capitale, surpeuplée. Nous embarquons en direction du golfe du Bengale. Dans le sud, la situation est-elle moins désespérée? Pour se rendre dans ces régions, nous devons emprunter le Buriganga, le Gange en Bengali. C'est l'un des plus grands fleuves au monde. Depuis Dhaka, nous descendons le fleuve en direction de Mongla. Au nord, les gens qui quittent leur région viennent chercher du travail à Dhaka. Mais ici dans le sud, comme vous le voyez, on est très près de la mer, alors quand les cyclones arrivent, ils frappent ici.
La région est également rongée par le sel. Novembre 2007, le pays est une nouvelle fois au bord de l'abîme. Les 2 tiers du Bangladesh sont inondés. Le cyclone Cider vient de frapper. Des villages entiers sont dévastés. Des centaines de milliers de personnes sont contraintes de se réfugier plus au nord. Il y a plus de 3000 morts. Des épidémies comme le choléra se sont propagées. Quelques mois plus tard, les dégâts sont encore visibles. Ici aussi, les habitants vivent toujours dans l'incertitude du lendemain, car leur pays est de plus en plus touché par les cyclones. 5 fois plus que dans les années 70. Ici, nous sommes à Sianagar, à côté de la région des Sundarbans. Il y a 450 000 habitants. Les habitants sont-ils touchés par les changements climatiques? Oui, bien sûr, avec ces changements, les gens sont obligés de partir. Ils n'ont plus l'opportunité de cultiver, donc de nourrir leur famille, alors certains partent. Il y a près de 15 ans, Mohan a créé EcoClub, une ONG qui tente de sensibiliser les populations locales au bouleversement climatique. Il multiplie les actions et les kilomètres. Sur la route, nous croisons de nombreux rassemblements de ce genre. Distribution de sacs de riz. Le riz, c'est l'aliment de base au Bangladesh. Depuis le dernier cyclone, son prix a doublé. 160 taka le kilo. Sans cette aide providentielle du royaume saoudien, des milliers d'entre eux seraient morts de faim. Un papier rose, c'est 15 kilos de riz par personne et par mois. Rien de plus. Tous ici attendent leur prochaine récolte de riz. Juste après le passage du dernier cyclone, tous les paysans se sont remis au travail. Comme d'habitude, fatalistes, ils savent qu'à tout moment, leurs efforts peuvent être anéantis. Ici, les menaces sont multiples. Mohan le sait bien. Avant, partout dans la région, tout était vert, comme ici. Les fermiers plantaient et vivaient de leur culture. Maintenant, tout a changé. On ne peut plus vraiment cultiver. Avant, les paysans étaient heureux, ils chantaient même. À cause du réchauffement climatique, il y a eu des changements importants. Mohan et son équipe ont développé des outils pédagogiques pour sensibiliser les fermiers au changement climatique. Outils très visuels. Le délégué leur explique les raisons pour lesquelles il n'y a plus autant de saisons au Bangladesh. Il y a quelques années encore, elles étaient plus nombreuses. Avec les périodes de mousson, il y en avait 6.
Avant, vous le savez, nous avions 6 saisons. Maintenant, on peut dire qu'il y a 3 saisons bien marquées. Il y a l'été, la saison des pluies et l'hiver. Et il insistera sur les cyclones, les tornades, chaque année plus nombreux et toujours aussi meurtriers. Tous écoutent attentivement. Près de 900 familles habitent dans ce village. La majorité d'entre elles ne possèdent pas leurs terres. Kumar Mondal est un paysan qui dit avoir 47 ou 48 ans. S'il ne connaît pas son âge exact, en revanche, il se souvient de chacune des calamités qui ont frappé son pays. J'en ai vu des tempêtes mortelles. Mais c'est la dernière qui a été la plus violente. Je n'en ai jamais vu d'aussi violente et meurtrière. Et cela s'aggrave. Dans son exposé, le délégué a longuement évoqué un autre fléau qui ronge la région, le sel. L'eau du fleuve est devenue trop salée pour produire du riz comme avant. À l'endroit où l'on se trouve, il y a des élevages de crevettes. Ici, là-bas, partout. Partout où vous regardez. Dans cet endroit, on ne voit pas beaucoup de verdure. Il n'y a plus de rizière, comme vous pouvez le constater, car l'eau est très salée. Juste derrière, il y a le golfe du Bengale. L'eau qui arrive ici est très salée à cause de la mer. L'eau que nous trouvons désormais tout autour n'est plus de l'eau douce, mais bien de l'eau de mer. En conséquence, la culture du riz devient impossible et les élevages de crevettes se développent. Ces crevettes, qui font la richesse de quelques-uns, sont toutes exportées vers le Japon ou d'autres pays riches. Loin de se décourager, certains paysans se reconvertissent. Le sel, leur nouvel ennemi, devient une source de profit et une nouvelle activité qui emploie déjà près de 5000 personnes. Nous sommes sur des marais salants. Ici, aujourd'hui, il y a moins de sel que plus au sud du pays. Mais avec l'eau de mer qui s'infiltre, il y en aura de plus en plus. Les nappes phréatiques sont déjà touchées. Lentement mais sûrement, le sel ronge cette terre jusque-là si fertile. Nous reprenons le cours du fleuve. Sur la route, les villages s'égrènent comme des grains de chapelet quasi identiques. Des villages de pêcheurs, des villages de paysans. C'est Friendship, l'ONG où travaille Wassama, qui organise ces exercices d'alerte. Bien sûr, les moyens sont dérisoires. Mais les résultats sont là. Dans ce village, il n'y a eu que 4 victimes sur les 3000 habitants que compte la commune. Chacun se prête volontiers au jeu.
Cet exercice est nécessaire. Quand il y a des cyclones, ça arrive à une vitesse fulgurante. Il faut que l'on s'habitue à se réfugier dans l'abri. Personne au Bangladesh ne semble épargné. Après 1 heure de navigation, nous arrivons dans les Sundarbans, au cœur de la mangrove tropicale. Un air de paradis sauvage, avec son écosystème unique au monde. Mohamed Abdul Rob est responsable de la région nord du parc. Spécialiste de la faune locale, il est très inquiet. Chaque jour, il voit la météo et surtout sa forêt se dégrader. Normalement, à cette époque de l'année, il ne devrait pas pleuvoir. À cause du réchauffement climatique, nous avons ce climat instable. Pluie, orage, beau temps alternent, sans aucune logique. Pluie diluvienne et soudaine comme ici, ou coup de chaleur en été, les changements climatiques ont d'ores et déjà affecté les Sundarbans. Pour Mohamed, la faune et la flore sont directement menacées. Voici pour lui l'une des premières victimes. Ce tigre est mort à la suite d'un coup de chaleur. À ce moment-là, la température est montée à 38 degrés. C'est pour cela qu'il est mort. C'est un effet direct du réchauffement climatique. C'est très triste pour les Sundarbans. C'est le crâne du tigre. Maintenant, nous récupérons ces os pour faire des recherches. Quand nos recherches seront terminées, on va reconstituer le squelette pour l'exposer. Du nord au sud, le même constat, accablant.